Accent d'Europe, Laurent Berthoud. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui parle de la vie des Européens, avec aujourd'hui des vigiles à tous les coins de rue en Turquie, des SDF grecs qui font découvrir Athènes autrement, les entreprises du Donbass au ralenti, la chronique ethno-musicologique de Vincent Teval, mais tout de suite des dépenses somptuaires dans une Espagne en crise. Alors que les affaires de corruption se multiplient en Espagne, l'une d'elles fait particulièrement parler d'elle, celle des cartes de crédit de la Caisse d'épargne de Madrid. Mal gérée, symbole des projets pharaoniques et au bord de la faillite, celle-ci avait été sauvée par l'État il y a 2 ans à hauteur de 22 milliards d'euros. Or, on apprend aujourd'hui qu'entre 2003 et 2012, les dirigeants de cette caisse d'épargne ont dépensé 15 millions d'euros en loisirs sur des cartes de crédit données par l'entreprise. C'est François Musso qui décompose l'addition. Raphaël Spotorno, l'ancien secrétaire du roi, 223 000 euros dépensés en paires de chaussures, en séances de gymnase et en quincaillerie. Ricardo Morado, 448 000 euros dépensés dans les grandes surfaces, dans des grands restaurants et en ski dans la Sierra Nevada. Mathias Amat, le directeur général de la Caisse d'épargne, 431 000 euros dépensés en bijoux, en art sacré, en objets de luxe de chez Loewe ou en pratique du golf. Miguel Blesa, l'ancien président de la Caisse d'épargne, 436 000 euros dépensés en vin, en station balnéaire et en safari. Tout cela sans compter d'énormes quantités d'argent retirées en liquide et qui permettaient à son détenteur des caprices moins confessables, notamment la fréquentation de lieux de prostitution de luxe. Ce ne sont que quelques exemples, mais aujourd'hui, il défraie la chronique dans une Espagne écœurée par les malversations de fonds et les faits de prince de la classe politique. Signalons que ces sommes sont importantes pour l'homme de la rue, mais elles ne le sont pas pour ses dirigeants, dont les salaires annuels oscillaient à l'époque ou continuent d'osciller entre 1 et 2 millions d'euros. Mais dans le fond, c'est ce qui choque le plus. Pourquoi avoir utilisé ces cartes de crédit de la caisse d'épargne, c'est-à-dire de l'argent public, pour satisfaire ses envies et affronter ses dépenses courantes lorsqu'on est déjà très riche? Beaucoup payaient de cette façon leurs courses, leurs péages, leur parking, voire leur babysitter. Pour une fois, le pouvoir en place a réagi. Le Parti populaire a estimé ces pratiques scandaleuses et a promis d'obtenir le remboursement intégral de ces dépenses. C'est l'une des choses qui frappe le visiteur en Turquie, notamment dans les grandes villes, l'omniprésence d'officiers de sécurité privés. Devant les écoles, les cinémas, les hôpitaux, les banques, les immeubles d'habitation, dans les centres commerciaux, ils sont absolument partout, presque plus visibles que les policiers, qui sont eux-mêmes très présents dans l'espace public turc. Leur nombre est d'ailleurs quasiment équivalent. Alors, comment expliquer ce phénomène et dans quelles conditions, parfois précaires, se fait ce développement? Élément de réponse avec ce reportage d'Anne Loer à Istanbul. Zehra Kılıç n'a que 27 ans, mais cela fait déjà 9 ans qu'elle porte l'uniforme. L'uniforme d'agent de sécurité privée. Zehra a d'abord travaillé à l'aéroport Atatürk, le plus grand du pays, puis dans un hôpital privé, puis au palais de justice d'Istanbul, et enfin depuis 6 mois dans une grande université privée. Enfant, cette jeune femme aux cheveux courts se rêvait policière. Elle a changé d'avis et ne le regrette pas. Ces derniers temps, j'ai vraiment l'impression que les Turcs préfèrent les vigiles aux policiers. C'est lié, je pense, au fait que la communication doit primer dans notre métier. Par exemple, quand je demande aux étudiants de ne pas faire quelque chose, ils obéissent. En peu de temps, j'ai développé avec eux une relation de confiance, tout en maintenant une certaine distance, bien sûr. C'est avec ses mots et son attitude qu'un agent de sécurité privé se fait respecter et apprécier. Avec leur talkie-walkie, les agents de sécurité sont partout, à l'entrée de tous les bâtiments, privés et publics. Dans les grandes villes comme Istanbul, on les remarque autant que les officiers de police. Ils sont d'ailleurs presque aussi nombreux puisqu'on recense 245 000 vigiles contre 270 000 policiers. Le secteur a connu un développement éclair cette dernière décennie. Son chiffre d'affaires annuel est estimé à quelques 6 milliards de dollars, sans parler du marché de la sécurité électronique. Bülent Perut dirige la principale fédération du secteur.
Il cite 2 grandes raisons à ce phénomène, la croissance économique et le besoin de sécurité. Que voyez-vous autour de vous ? Des constructions partout. Et qui dit nouvel espace, dit besoin de nouveaux vigiles. Le développement de notre secteur est lié au développement économique de la Turquie. Et puis les gens vivent de plus en plus souvent seuls ou en foyers réduits. Ils s'installent dans des résidences et ils s'attendent à ce qu'elles soient protégées, surveillées. Parce que les risques sont là. Ils l'ont toujours été. Il n'y a qu'à voir qui sont nos pays voisins et les problèmes de sécurité intérieure auxquels nous sommes confrontés. Le besoin de se sentir en sécurité est réel. Ces risques, Osman Öztürk les connaît bien. Ce fringant quinquagénaire a passé presque 40 ans dans la police. Il a eu en charge la sûreté de 3 provinces anatoliennes. Il se félicite d'une loi entrée en vigueur en 2004 qui définit précisément les compétences des agents privés. Lui-même a quitté la police pour fonder récemment sa propre société. Policiers et vigiles sont complémentaires, selon lui. L'apparition des agents de sécurité privée a permis à la police de retourner à ses vraies missions. Autrefois, par exemple, c'était les policiers qui assuraient la sécurité des écoles. Maintenant, ce sont des agents privés. Et grâce à eux, la police peut se concentrer sur la sécurité de nos villes et la prévention des crimes. Si la criminalité est en recul ces dernières années, les vigiles y sont pour quelque chose. 1300, c'est le nombre de sociétés de sécurité privées en Turquie, dont une bonne moitié à capitaux étrangers. Dynamique, porteur, le secteur est aussi précaire et extrêmement concurrentiel. Pour obtenir des marchés, certaines entreprises n'hésitent pas à tirer leur prix vers le bas, et les salaires aussi. Un simple vigile ne gagne pas beaucoup plus que le salaire minimum, soit 300 € net. Zehra Kılıç, avec ses 9 ans d'expérience dans 4 entreprises différentes, est bien placée pour mettre en garde les nouvelles recrues. J'ai des collègues qui, pour la promesse de quelques heures de plus sur leur fiche de salaire, préfèrent une société lambda à une société bien établie. Je veux parler de ces entreprises fondées rapidement et sans réelle préparation, par une ou quelques personnes, des anciens policiers, des anciens militaires, des particuliers. Les droits des employés n'y sont pas toujours respectés. Je vois bien leur annonce dans les journaux. Cherche vigile, homme ou femme, diplômé ou non. Il faut faire attention à ne pas tomber dans les pièges. Cette concurrence se ressent dans le profil des salariés. Moins payés, ils sont aussi moins diplômés que les policiers et gendarmes. Pour devenir agent de sécurité, il faut passer par 120 heures de formation, puis réussir un examen et des tests psychologiques. Plus d'1 million de Turcs ont réussi ces tests, mais seuls 245 000 travaillent dans ce secteur. Signe de sa précarité, signe aussi, selon Osman Öztürk, d'un manque de sélectivité. Cet ancien chef de police dirige depuis 1 an le seul programme universitaire dédié à la sécurité privée. Une formation en 2 ans au sein de l'université Bahçeşehir d'Istanbul. Savoir que des vigiles se retrouvent en poste après seulement 3 semaines de formation, cela me dérange. Je pense aussi que le métier devrait se spécialiser. Assurer la sécurité d'une école, d'un hôpital ou d'un stade, ce n'est pas la même chose. Cela requiert des compétences différentes. L'objectif de la Turquie devrait être d'avoir moins d'agents privés, mais des agents bien mieux formés. Autre enjeu, la mise en place d'institutions chargées de la gestion et du contrôle démocratique des acteurs de la sécurité, qu'ils soient publics ou privés. La Turquie, qui a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine, s'est engagée dans un projet mené par les Nations Unies avec un financement de l'Union européenne. Sortir. À Athènes, loin du Parthénon et des vestiges de l'Antiquité, des guides d'un nouveau genre font visiter la ville, des sans-abri qui travaillent pour un journal de rue, une idée inspirée d'initiatives de journaux similaires à Londres, Berlin ou encore à Prague. Charlotte Stevenard est partie à la découverte de ces itinéraires invisibles de la capitale grecque. Le rendez-vous est à 11h moins le quart au journal de rue Chedia, vendu par des sans-domicile fixe. Une quinzaine de participants sont là. Tous habitent Athènes. La visite en grec n'est en effet pas prévue pour les touristes. Il s'agit de découvrir le quotidien d'une partie des sans-abri que l'on croise tous les jours sans jamais vraiment savoir qui ils sont. La visite se fait sous la houlette de Lambros Moustakis, plutôt grand et les cheveux grisonnants, et son collègue Christos Bakoyannis, cheveux châtains et barbe naissante. Le groupe s'arrête d'abord devant l'hôtel Ionis. Pas de voyeurisme, on reste à une distance respectable. C'est un foyer pour sans-abri financé par la ville d'Athènes. Lambros le connaît bien. Âgé de 53 ans, il a perdu son travail à cause de la crise. Il a logé ici régulièrement pendant 1 an et demi.
Alors qu'il explique le fonctionnement de ce foyer, Stella, une étudiante de 29 ans, lui demande pourquoi il n'est pas toujours plein. Très bonne question, répond Lambros. Il ajoute sans embarras que la plupart des sans-abri ne veulent pas qu'on leur impose un emploi du temps. Et ils ont aussi peur de perdre leur place dans la rue. L'étape suivante est l'Ocana, une association qui vient en aide aux toxicomanes. C'est ici que Christos, le deuxième guide, a suivi un programme de sevrage. Il a choisi de participer à ce tour pour des raisons financières. Il est en effet rémunéré par le journal Shedia pour cette visite qui coûte 6 € par personne. Mais il le fait aussi parce qu'il a apprécié l'aide qu'il a reçue des psychologues et des psychothérapeutes pour s'en sortir. Pour moi, ce qu'ils m'ont donné ne m'appartient pas. Ça m'a aidé, ça a eu beaucoup d'effets sur moi. Je ne peux pas garder ça pour moi seul. Je dois rendre ce qu'on m'a donné. Au fur et à mesure, les questions plus générales alternent avec d'autres plus personnelles. Lambros est très enthousiaste lorsqu'il parle de son expérience dans une troupe de théâtre de sans-abri. On arrive ensuite devant un centre de distribution de nourriture géré par l'église orthodoxe et la municipalité d'Athènes. 2500 personnes viennent ici chaque jour, un chiffre lié à la crise, selon Lambros. La visite s'achève ensuite au marché central d'Athènes. Ici, au milieu de la viande et des légumes, une association aide les sans-abri qui veulent monter un projet pour retrouver du travail. Une touche d'espoir alors que la situation reste difficile. En 2013, près d'un quart de la population était menacée de pauvreté selon l'Institut des statistiques grec. Alors que dans l'est de l'Ukraine, le cessez-le-feu est toujours très fragile, les structures des républiques séparatistes autoproclamées se renforcent. À Donetsk et à Lugansk, on se prépare à des élections législatives pour le 2 novembre, afin de marquer la différence avec les élections ukrainiennes du 26 octobre. Mais le plus gros problème des républiques séparatistes pour l'heure, c'est l'économie. Le Donbass, autrefois l'un des centres industriels et métallurgiques de l'URSS et de l'Ukraine, tourne aujourd'hui au ralenti. Le reportage de Sébastien Gobert. Le hangar principal de l'usine d'équipements technologiques non standardisés au sud de Donetsk résonne toujours d'une activité débordante. Quelques ouvriers s'affairent à découper, remodeler, souder et assembler des morceaux de métal pour en former des tubes de refroidissement, des abribus ou encore des ustensiles de forage. Malgré le vacarme ambiant, tout fonctionne au ralenti, comme le constate l'ingénieur Artyom Misyura. Cette machine doit aller à Moscou pour y creuser des tunnels de métro. Ils n'ont pas réussi à la faire transporter avant la guerre. Et aujourd'hui, ils ne savent pas comment la faire arriver jusqu'à Moscou. Elle est finie depuis février. Et depuis, on attend. Et là, on est en octobre. Après des mois sans aucune commande, l'usine reprend un semblant d'activité. Mais l'entreprise ne compte plus qu'une vingtaine d'employés contre 65 il y a encore peu. Le chiffre d'affaires a été divisé par 10 depuis le début du printemps. De plus, les propriétaires de l'usine ont quitté les lieux et se sont réfugiés à Kiev. En leur absence, l'ingénieur Artyom Misyura est devenu son propre patron et essaie de garder l'entreprise à flot. C'est assez difficile de travailler pour le moment. Tout l'argent de la société se trouve sur des comptes en banque ukrainiens. Mais les banques ukrainiennes ne fonctionnent plus ici à Donetsk. L'argent de nos ventes arrive sur des comptes auxquels on ne peut pas accéder. On essaye d'acheter du métal dans les territoires ukrainiens et de l'acheminer ici, ce qui ralentit notre production. Nous avons aussi des problèmes pour payer les salaires des employés. Il n'y a pas de banque, pas de liquide ici à Donetsk. Ils n'ont pas eu de salaire depuis des mois. Là, nous sommes en train de leur payer leur mois d'avril. De nombreux ouvriers ont quitté la ville. D'autres ont pris les armes au sein des milices rebelles. Le soudeur Alexandre Petrokov n'a lui jamais pensé à partir et il se montre étonnamment optimiste. On travaille normalement, bien sûr il y a moins de commandes qu'auparavant, mais on attend, on y croit. Sans salaire, on a survécu grâce à nos familles, grâce à des livraisons de nourriture et grâce à nos propres économies. Au moins ici, on n'est plus en Ukraine. Là-bas, c'est le chaos. Il n'y a plus de lois, plus de règles, chacun fait ce qu'il veut. Ils battent même leur patron s'ils le veulent. Ici, c'est différent.
Artem Mistyura se félicite d'ailleurs de l'expédition prochaine d'un abribus vers la ville de Krasnoarminsk, en territoire ukrainien. Une livraison qui, elle aussi, a dû être retardée car il a fallu attendre une autorisation spéciale des autorités séparatistes pour franchir la ligne de front, nouvelle frontière de facto. Dans tous les aspects de son travail, Artem Mistyura navigue à vue. Pour l'instant, il n'y a pas de législation, mais d'après ce que je sais, ils vont adopter une nouvelle loi. Ça se fera pas en un mois, d'autant qu'ils veulent importer aussi de nombreuses normes de production de la Fédération de Russie. Beaucoup de choses vont changer. Cette région produit principalement pour le marché local et surtout russe. Donc si nos normes sont copiées sur les standards russes, ce sera beaucoup plus facile de travailler avec la Russie. Pour l'instant, une des questions principales à résoudre, c'est la propriété. Après des décennies passées sous la domination des oligarques tels que Rinat Akhmetov, Serhiy Taruta ou Igor Kolomoïski, les nouvelles autorités ont annoncé plusieurs fois vouloir prendre le contrôle de leurs entreprises, sans préciser les modes de gestion ou de financement. Une incertitude que Sergueï Pourguine, le vice-premier ministre de la République populaire autoproclamée de Donetsk, en charge de l'économie, essaye de dissiper. La nationalisation n'est pas une politique en soi. Nous ne nationalisons aucune entreprise. Nous sommes dans le processus de recensement, de voir qui a survécu à la guerre. Certains entrepreneurs viennent s'enregistrer auprès de nous. Leurs compagnies ont souffert, elles sont presque abandonnées. Il faut sauver les entreprises, les remettre en état, les faire repartir. C'est pour cela que nous mettons parfois en place une administration d'État temporaire. Tous ceux qui veulent rester ici et travailler avec nous, ils sont les bienvenus. Les autres, qu'ils aillent à Kiev. Mais il y a des cas différents. Par exemple, les oligarques, Taruta et Komoloïski, ce sont des criminels de guerre et ils doivent être mis en prison. Tout le monde n'est donc pas bienvenu à Donetsk de la même manière. Mais les ouvriers de l'usine d'équipement technologique non standardisé, qui se disent tous patriotes de Donetsk, attendent des réponses rapides pour remettre le géant industriel du Donbass sur ses pieds. Bonjour Vincent Théval. Bonjour Laurent. Alors encore une curiosité aujourd'hui avec ce projet aux frontières du rock, de l'électro et de l'ethnomusicologie, rien que ça. Eh oui, c'est assez étonnant, ça s'appelle Volga. Et ce projet est emmené par une chanteuse et chercheuse russe du nom d'Angèle Manoukian qui a collecté des textes dans des villages de différentes régions russes, des textes parfois très anciens, certains remontent au XIIe siècle, qu'elle et ses deux comparses ont mis en musique en prenant soin d'en respecter le phrasé puisque ces textes sont écrits dans des dialectes différents qui, chacun, nécessitent une approche vocale singulière. Le résultat prend la forme d'une dizaine de chansons très étonnantes, certaines plutôt électroniques et dansantes, d'autres plus proches du blues, comme cette belle Kaverzi.